je dois vous dire qu'il y a des panélistes très distingués qui me joignent du pays dans tout le et sur le thème de la digitalisation, la numérisation des petites entreprises. Que vous soyez petit ou grand, peu importe la taille, je crois que nous sommes tous sur un parcours numérique. Donc, l'adoption de ce genre de technologie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde actuellement. Il y a des opportunités, il y a des défis qui accompagnent évidemment la digitalisation, la numérisation. Et je vais essayer de vous présenter les panélistes qui vont nous donner des indices. Chris Albinson de Communicate sera avec nous. Catherine Cameron de Bosseron Security. Sean Hinton de Skyhive. Donc, de côte à côte, New Brunswick, Ontario, Québec, tout le monde est ici. Très passionnant. Sur ce, et sans plus attendre, je ne vais pas donner davantage de détails. Je voudrais qu'ils se présentent eux-mêmes, qu'ils fassent leur propre commentaires d'ouverture par rapport à leur personnalité. Ils le feront bien mieux que moi. Et donc, on va commencer avec toi, Chris. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et de cette conversation. Originairement, j'avais 5 startups en Russie, dans la Silicon Valley. Ensuite, j'ai passé 20 ans là-bas. Je suis revenu l'année dernière. Je suis très heureux de retourner ici à Communitech, le réseau de communication le plus important du pays. Nous avons des hubs dans tout le pays, dans un endroit dans un moment très important pour le Canada. On s'est divorcé donc de la Silicon Valley, comme la Silicon Valley est sortie de Boston dans les années 90. Donc, je suis très heureux de retourner au Canada et d'être sur ce pathway de leadership mondial. Merci, Chris. Je me rappelle maintenant que Sean est en Colombie-Britannique. À toi, Sean. Je suis Sean Hinton, je suis fondateur et PDG de SkyHub Technologies basé à Vancouver. Nous avons une grande présence à Palo Alto, New York et la Silicon Valley en Europe et en Asie. Nous avons construit une technologie d'intelligence artificielle qui aide le monde à comprendre ce qui se passe dans le monde du travail en temps réel. Donc, nous sommes un Google spécifique pour l'économie du travail. Nous appuyons les compagnies Fortune 500, les gouvernements et d'autres qui ont besoin de compétences, de formation de compétences. On essaie de faire en sorte que les communautés comprennent quelles sont leurs compétences, quelles sont les compétences émergentes qui vont vous impacter, quel est l'écart et comment combler la lacune en utilisant des technologies avancées. Nous sommes une pionnier de la technologie du 21e siècle. Nous avons obtenu une reconnaissance à ce sujet. Nous sommes sur la liste Gardner Cool McGregor pour la gestion de la technologie au niveau mondial. Merci de passer un peu de temps avec nous aujourd'hui. Merci pour ce survol, Sean, très passionnant sur nombre de niveaux et continuons sur la lancée avec Cobran de Cogeco Connection. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis président d'Analytics à Cogeco Communication. Nous fournissons des services de communication et dans notre territoire, nous avons principalement seulement des petites entreprises. Quand on pense aux petites entreprises et à la numérisation, ça nous tient à cœur. On travaille avec nos clients sur ce front et avec la pandémie et avec nos petites entreprises qui devaient faire face au défi de la numérisation presque immédiatement. Ça faisait une grande partie de notre rôle dans nos communautés pour les aider à s'acheminer vers la numérisation, pour voir ce qu'ils peuvent faire pour leurs clients, pour eux-mêmes et à réfléchir comment faire autrement. Nous avons des partenaires dans le monde de la santé,
médicale, dans l'industrie des services. Souvent, les petites entreprises, c'était la première fois qu'ils étaient obligés de lutter pour rester en contact avec leurs clients. On a vu que la numérisation est passée de quelque chose à laquelle les gens réfléchissaient et à quelque chose qu'il fallait faire tout de suite. Donc, je suis très heureux d'être ici. Merci. Les petites et moyennes entreprises, c'est le thème de cette séance. Carbon, vous avez fait référence à vos clients, mais qui sont très importants pour cette avance. Ensuite, les derniers, mais pas des moindres, Catherine, à vous, Catherine de Overton Security. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis Catherine Kierman. Je suis à Bosman Security. Je me concentre sur le secteur humain, c'est-à-dire comment transformer les personnes en leur première ligne de défense. On a vu que avec la pandémie, on passait au travail à la maison, le télétravail. On n'y allait pas lentement, mais il fallait foncer. Donc, de notre point de vue, nous avons vu que les clients et les organisations qui essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire cette transition en toute sécurité. Donc, je suis très heureux de pouvoir parler du rôle des gens, que les gens peuvent jouer dans les organisations, dans la transformation vers les technologies numériques de manière la plus sécuritaire que possible. Merci, Catherine. Je reste avec vous et je vous pose quelques questions. Nous sommes maintenant dans le mois d'octobre, le mois de la cybersécurité, qui est une préoccupation croissante ces jours-ci. Je vous pose la question suivante. Pour les petites et moyennes entreprises, alors qu'ils s'acheminent vers le numérique, que les personnes travaillent chez elles, est-ce que vous pouvez nous faire quelques commentaires sur les implications pour les PME, ce qu'elles devraient prendre en compte dans ce contexte? Avec les besoins changeants des petites et moyennes entreprises, je crois que la première chose que les organisations doivent faire, c'est de garder un inventaire des données. Quelles données ou comment ils utilisent, comment ces données sont protégées. On voit des compagnies qui souvent tombent dans des problèmes. Ce n'est pas par rapport à leurs clients ou bien comment un attaqueur cyber peuvent les attaquer, mais il faut s'assurer d'abord qu'ils se connectent, qu'ils construisent un site web ou qu'ils adoptent un dispositif IoT, une bonne compréhension de quelles données existent, quelles données pour lesquelles ils sont responsables, écrire tout ça, faire en sorte que c'est organisé. Ça rend la tâche beaucoup plus facile pour l'avenir de leur sécurité. Pour rebondir sur ce thème, on a beaucoup entendu parler de la cybersécurité, les menaces, les incidents qui se sont produits pendant la pandémie, qui ne vont pas disparaître. On doit vivre avec, il faut avoir une hygiène cyber et adopter certaines stratégies sécuritaires par rapport aux personnes et faire partie intégrante de ces stratégies. Est-ce que vous avez des idées à partager avec nous sur cette thématique? Oui, absolument. Je crois que pendant la pandémie, tout le monde était très stressé, il y avait l'incertitude, on ne savait pas ce qui allait se passer, les implications de l'avenir à cause de la pandémie. On pensait que les attaques cyber, c'était par des emails suspects et c'est des stress émotionnels très importants pour les personnes. Dans des périodes de grande incertitude, disons, l'habitude de se fier aux emails, ils ne s'arrêtent pas pour vérifier certaines communications, de s'assurer qu'elles sont correctes. Donc, les gens, vraiment, sont les personnes qui jouent le rôle le plus important pour la protection. 50% des attaques ou d'incidents viennent d'une façon ou d'une autre d'une personne
qui a causé le problème. Donc, si vous voulez encourager les personnes à faire le travail de manière sécuritaire et les éduquer sur ce sujet, c'est-à-dire d'utiliser les password managers, gestionnaires de mots de passe, s'assurer que les mots de passe soient bien gérés, s'assurer des authentifications avec 2 facteurs. Souvent, la gestion des mots de passe, ça, c'est le b.a.-ba de l'hygiène par rapport à la cybersécurité. Quelque chose aussi simple de authentification à plusieurs facteurs avec un dispositif secondaire par le téléphone ainsi que l'ordinateur, un message SMS ou bien un jeton. Il y a plusieurs services maintenant qui offrent cette intégration et cette couche additionnelle de sécurité. Donc, au cas où quelqu'un tombe victime d'une attaque, nous avons des redondances et les gens doivent savoir ce qu'ils doivent faire quand ils font une erreur, où aller. S'ils ont cliqué sur quelque chose, ils ne sont pas sûrs, ils doivent avoir un recours, savoir à qui s'adresser, au lieu de ne pas pouvoir savoir comment gérer cette situation. Il y a définitivement beaucoup d'informations importantes à être mises en application. Tous les membres de la Chambre et des conseils pour nous tous sont disponibles grâce à nos panélistes. Ce sont de beaux rappels. C'est une stratégie, en fait. C'est une stratégie sécuritaire. Sur ce thème, toujours important, avant cette présentation, j'avais une stratégie avec True North et Perfect Health. Vous avez parlé de ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Je suis très heureux de le faire. Je crois que la plupart d'entre nous, nous savons que nous avons eu beaucoup de succès avec la numérisation ici au Canada, mais nous sommes derniers dans les G7 pour l'achat de nos propres innovations, que ce soit par rapport au gouvernement. On n'achète pas nos propres produits. Une partie de ce problème, c'est que nous n'avons pas eu la stratégie explicite de dire que nous avons, de se dire que nous avons des capacités dans le pays. Aux États-Unis, 10% de tous les achats du gouvernement sont pour les PME à travers le pays. Malheureusement, nous avons vu très tôt dans la pandémie à tel point c'est critique d'avoir des capacités internes dans le pays quand nous n'avons pas pu faire face à nos besoins. Je crois qu'en sortant de la pandémie, je crois qu'il y a beaucoup d'excitation dans le sens que beaucoup de gens se rendent compte qu'il faut appuyer les PME locales. Et je crois que la semaine prochaine, on va avoir une annonce très importante que je dirai tout de suite. On va annoncer notre partenariat national pour la santé. C'est un réseau de 28 hôpitaux qui ont identifié 40 milliards de dollars de marché. Notre idée, c'est d'identifier les technologies, les compagnies qui ont la technologie pour faire face à ces problèmes et la capacité commerciale de le faire. Nous avons lancé cette première innovation 0,1%, une compagnie canadienne avec un fondateur incroyable, Carl Lehman. Nous avons identifié un problème systématique qu'ils avaient. Tout le monde sait que nous avons des problèmes dans les hôpitaux. Ils ne pouvaient pas faire sortir les infirmières pour leur formation de recyclage. Donc, ça permettait aux infirmières de faire leur recyclage pendant qu'ils étaient au travail, pendant leur pause. C'est un exemple typique, passionnant. On va en parler la semaine prochaine. Vous avez un petit aperçu actuellement. Merci. Et cet aperçu me donne l'impression que je
peut voir l'avenir. Les tendances sont très importantes à signaler. Donc, merci d'avoir partagé cela avec nous. Dans ce contexte, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est un mot qu'on entend souvent, une notion tech for good, le bon dans le tech. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'intelligence artificielle, des questions par rapport à la confiance, l'éthique. Donc, quand on parle de tech for good, la technologie pour le bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce contexte, ce concept et ce que c'est que l'intelligence artificielle et son rôle mondial? Ce sont des questions très complexes. Je vais essayer de répondre certaines. Parfois, quand on est au milieu, on ne voit de mouvement, on ne voit pas ce qui se passe. Quand je suis retourné de Silicon Valley, je peux constater que si vous regardez le Waterloo-Toronto, le corridor entre ces deux villes, c'est le centre d'innovation très important de la planète. On attire des talents. Juste après Silicon Valley, 53 travailleurs de la tech, de la 1000 travailleurs sont sortis de Californie pour venir chez nous. Et je crois qu'on va vraiment être compétitif par rapport à la Silicon Valley. Mais l'intersection est très importante. On doit devenir Canadien dans notre propre pays. Les États-Unis investissent beaucoup dans le quantum AIA en réaction avec la Chine parce qu'ils investissent plus de 100 milliards dans leur économie. Et on se pose la question, comment est-ce que le Canada peut être compétitif? Mais je crois qu'on peut le faire. Au niveau mondial, les gens ne font pas confiance à la technologie artificielle. Mais nous, on nous fait confiance au Canada. Et si on peut prendre avantage de cette confiance que les gens nous font et si on peut s'assurer que notre réseau de confiance est accru et qu'on fait par exemple, c'est bien de parler de l'éthique dans l'intelligence artificielle, mais si je ne comprends pas la construction de la technologie et son déploiement et comment faire confiance à un parti tiers comme Deloitte et Touche, quand ils font des évaluations, des audits, si ces gens comprennent que nous, ils peuvent nous faire confiance, ici au Canada, on peut être l'endroit où ce n'est pas les robots qui tuent les humains. Et ce serait une bonne chose. Donc, merci pour ce survol et d'avoir expliqué ce que ça veut dire. J'aimerais dire que Tech for Good, c'est vraiment quelque chose, la technologie va rester toujours ici et on doit prendre avantage des opportunités et des défis. On a parlé du problème mondial, mais il y a des problèmes de coopération et on a mentionné du Forum économique mondial. Et nous avons déclaré que ces compétences sont une composante clé. C'est vraiment la nouvelle monnaie de laquelle il faut être très conscient, même dans la cybersécurité. La statistique, c'est qu'il y a une carence de 100 000 au Canada, 3,5 milliards au niveau mondial. Alors, je m'attends avec impatience de vous entendre, surtout les petites entreprises à cet égard. Quelle est la signification pour elles? Comment peuvent-elles avoir donc cette occasion pour combler cette lacune au niveau des compétences? Alors, quand le Forum économique mondial parle des compétences comme étant la nouvelle monnaie de la main-d'œuvre mondiale, vraiment ce qui se passe sur le marché du travail au niveau mondial et aussi au Canada, nous voyons une transition dans la définition de quelle est l'offre et quelle est la demande dans un marché de travail. Dans la revue The Economist la semaine passée, à l'antenne, il y avait « Nous sommes dans une économie à temps réel ». Cela est devenu très explicite dans un monde post-Covid où le tourisme, l'hospitalité, tous ces emplois ont
sont partis pour aller dans d'autres domaines. Et la seule façon de combattre cela, en tant qu'entreprise, petite ou grande, c'est d'essayer de sortir et obtenir les candidats, les employés qu'il vous faut, disons, dans la cybersécurité. Vous n'allez pas les trouver. Il y a une carence. La prochaine question à poser est qu'est-ce qu'il faut que ces gens fassent? Parce que si ces gens ne sont pas disponibles aujourd'hui, il faut que je les développe. Et afin de les développer, il faut qu'on commence à comprendre leurs compétences. Il faut qu'on commence à comprendre les compétences qui sont en demande et qui émergent dans l'économie mondiale. Et il faut commencer à mobiliser l'actualisation des compétences de personnes qui travaillent dans l'industrie du charbon, qui doivent donc faire une transition d'un domaine mourant à un domaine en croissance. Il n'y a pas de suggestion qu'il y aura une multitude de nouveaux emplois qui seront disponibles. C'est une question de comprendre quels seront ces emplois, quelle sera la nature. Quand on parle d'une main-d'œuvre fondée sur des compétences, on va au-delà d'un titre, d'une qualification, mais on regarde plutôt les capacités inhérentes de l'être humain à base des compétences, de l'ADN des compétences qu'ils exigent de leur expérience de vie, de leur expérience de travail, de leur expérience éducative. Nous avons tous des expériences. Alors, comment pouvons-nous trouver des candidats holistiques plutôt que de rechercher un titre spécial ou un diplôme avec ces observations à l'esprit? Et pour revenir à l'idée que vous travaillez au niveau mondial avec beaucoup de grandes entreprises, pour les petites et les moyennes entreprises, y a-t-il de bonnes pratiques, de meilleures pratiques que vous recommanderiez par vos apprentissages qui pourraient rendre leurs tâches plus faciles pour le secteur des petites entreprises? En écoutant la conversation et ce niveau d'enthousiasme, en fait, vous dire qu'on a trouvé des idées à mise en œuvre, première, deuxième, troisième action à prendre. Quand nous parlons du tech for good, la technologie pour le bien, pour toujours, nous sommes une organisation d'impact social et qu'à partir de cela, nous traitons de travail qui a trait à l'immigration, aux réfugiés, des zones d'insurgés en Afrique, à comprendre comment former les gens. Et une des observations que j'ai eues quand je parle avec des petites et moyennes entreprises, c'est qu'il y a une tendance d'avoir cette opinion que la majorité des problèmes sont pour les grandes entreprises et les organisations multinationales qui introduisent des technologies, dépensent des millions de dollars, des prix que les petites entreprises ne peuvent pas se permettre. Mais une chose qu'on a vue qui a beaucoup réussi, c'est la combinaison de sociétés qui se rassemblent dans les localités, des associations donc de leur filière ou des chambres, pour dire comment adopter cette capacité en tant qu'association. Nous avons parlé donc de l'exemple donc de la teinture de l'endroit donc pour le nettoyage d'habits ou peut-être le propriétaire ne pense pas avoir besoin de cette chaîne d'approvisionnement ou pouvoir y avoir accès, mais quand vous rassemblez des gens, il y a beaucoup de pouvoir d'achat et donc de pouvoir intellectuel. Et alors, nous pouvons penser à comment faire une agrégation de remise à niveau, de compétences pour les employés. Ne pensez pas cela comme question qui est isolée pour votre organisation. Il faut voir cela comme une question à laquelle toute votre filière, toute votre industrie est confrontée. Et vraiment pour unir les forces, pour atteindre ces objectifs communs. Et cela a bien fonctionné au sein des chambres et des associations industrielles. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce rappel de cette petite entreprise que chaque entreprise passe par un périple numérique et donc est vulnérable à cette idée. Donc, c'est vraiment, nous voulons cette technologie pour le bien, pour toujours. Nous savons que pour les petites entreprises et les moyennes entreprises, UNI Échange ont parlé du fait qu'il pourrait y avoir différentes capacités
dans une grande entreprise et une petite entreprise. Quelles sont vos opinions, vos expériences pour ce qui concerne ce qui est les meilleures approches pour les petites entreprises et les petites les recommandations que vous avez? C'est une très bonne question. C'est vraiment très important dont les sujets dont parlent mes collègues. Nous sommes aussi dans les tranchées, nous parlons avec les petites entreprises tous les jours. Les questions comme la sécurité ont beaucoup de résonance. S'assurer que quand les clients suivent ce chemin, ils essayent d'avoir des idées suffisamment grandes sans être trop grandes. Pour beaucoup de nos clients, il s'agit de savoir en fait que vous ne pouvez pas tout faire. Que c'est vraiment s'assurer que votre client soit au centre de toutes vos activités. Nous avons vu que les petites entreprises avec qui nous avons affaire, la numérisation est un objectif trop grand. Il faut se centrer ou se concentrer sur le problème que vous avez à résoudre, à quoi s'attendent vos clients de vous, comment est-ce qu'on va vous trouver des solutions dans un contexte numérique qui répondront aux besoins de vos clients, de votre entreprise, mais qui sera quelque chose de gérable. Pensons donc à ce que disait Chris pour ce qui concerne le talent. C'est un grand défi pour les grandes sociétés, mais aussi nous le voyons avec les petites entreprises. Alors, nous sommes fiers en tant que fournisseurs, en tant que CoachWorld, nous sommes un partenaire local, nous sommes disposés à aller passer du temps face à face avec les petites entreprises. Beaucoup de nos concurrents ne le font pas. Alors, amener un talent dédié n'est peut-être pas possible pour les petites entreprises, mais trouver de bons partenaires, surtout au niveau local, les chambres, ce genre de choses, cela peut faire une grande différence. Alors, quand je pense à des actions, je pense à qui sont vos partenaires, en qui pouvez-vous avoir confiance. Aussi, pensez à vos clients. Soyez vraiment axés sur vos clients et n'essayez pas de trop faire. Faites ce qui va bien et est adapté à votre taille, à votre clientèle et ne soyez pas trop donc attachés à cette idée de numérisation. J'ai beaucoup aimé beaucoup des points que vous avez soulevés. Il y a beaucoup qui est à la mode, il y a beaucoup de technologies quelquefois. On parle de cela comme un langage technologique, les innovations, etc. Beaucoup de mots. Mais quelle est la vraie signification? Alors, j'apprécie beaucoup que vous ayez vraiment soulevé cela parce que c'est ce qui manque souvent aux entreprises moyennes. Il y a beaucoup de bruit à ce sujet. Que pouvons-nous vraiment faire dans ce contexte? Est-ce que Coteco a lancé de nouveaux produits pour aider les petites entreprises ou des initiatives que vous aimeriez partager avec nous? Oui, bien sûr. C'est intéressant pour nous quand la pandémie a frappé et les besoins de nos clients ont commencé à changer et nous sommes vraiment une entreprise qui offre des solutions. Ce n'est pas des produits ou des services que nous voulons offrir. Seul, c'est vraiment les besoins. Nous n'anticipions pas cette pandémie, nous n'avions pas une feuille de route, mais nous voulions repositionner des solutions que nous avions qui pouvaient satisfaire à de nouveaux problèmes. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'industries locales, qu'il s'agisse d'industries de services qui étaient encore ouvertes pendant la pandémie, le Wi-Fi, on y pense comme étant partout et beaucoup de sociétés offrent le Wi-Fi, que ce soit un restaurant ou autre. Mais dans beaucoup de cas, le Wi-Fi était un tuyau qu'ils offraient à leurs clients. Mais notre service géré de Wi-Fi d'affaires, c'est une page où vous pouvez dire à vos clients ce qui se passe dans votre entreprise. Vous avez un peu donc le temps de parler à votre client avant qu'il n'utilise votre Wi-Fi ou bien vous pouvez recueillir des adresses mail pour vraiment construire votre CRM qui est dans votre entreprise, pouvoir les contacter après. Alors, des solutions que nous avons déjà prêtes, nous les vendions, mais il s'agissait de positionner ces solutions pour de nouveaux problèmes. Et un autre grand exemple était que nous avions des entreprises qui n'avaient jamais eu des employés qui avaient travaillé de chez eux soudainement, qui travaillaient chez eux. Alors pour ces clients, on a pu les aider à comprendre que certains des outils de communication qu'ils nous avaient achetés, mais qu'ils n'utilisaient pas complètement. Il inclut les vidéoconférences qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient ou qu'ils pouvaient ajouter facilement. Alors encore une fois, tant à avoir avec
Donc, l'idée d'être axé sur les clients et de savoir quelles sont les solutions pour vos clients. Nous sommes vraiment un fournisseur local et je vois certaines de ces leçons qui s'appliquent aux clients avec lesquels nous travaillons. Merci beaucoup, Corvin. Passons donc des clients aux fondateurs. Ce sont vos clients, Chris. Et je suis fascinée par le fait que vous ayez partagé avec moi, que vous avez parlé avec 1000 ou plus fondateurs de part et d'autre du pays. Et essentiellement, dans le sens que vous avez des informations qui vous viennent d'eux quant à quels sont leurs défis, quels sont leurs obstacles, quelles sont leurs opportunités. Pouvez-vous partager avec nous ce qu'ils ont partagé avec vous pour ce qui concerne leurs défis et leurs opportunités, comme ils les voient, et comment pouvons-nous les aider afin de les rendre plus couronnés de succès ou pour qu'ils soient plus en mesure d'atteindre leur vision. Et nous pouvons apprendre d'eux aussi. Oui, avec plaisir. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais juste féliciter Cogeco et au travail qu'ils ont fait pendant la pandémie et les chambres avec lesquelles nous avons travaillé. Nous avons pu prendre 800 étudiants de coopératives de l'Université de Waterloo et des 8000 petites entreprises à donc suivre ce chemin de numérisation facilement et rapidement avec Google AdWords et comment connecter les clients de façon numérique par une page Facebook, des moyens très faciles. Et une chose qui est très positive qui est ressortie de la pandémie, c'est qu'on se soit rassemblés tous pour avoir un impact pour les petites entreprises dans nos chambres. Nous avons travaillé avec Suffolk et d'autres et ce sont des partenaires merveilleux. Je veux les remercier. Nous avons travaillé avec 1000 fondateurs, un peu plus, 1100 fondateurs de côte en côte et nous l'avons fait parce que, bon, pour revenir à ma conversation, il y a un peu plus tôt, nous sommes le deuxième de la planète. Nous avons une opportunité passionnante devant nous, mais la différence entre nos fondateurs avec un très haut potentiel et les entreprises qui ont suivi la voie de Instacart qui a été fondée à Waterloo, qui est maintenant une société des États-Unis, ou bien Shopify qui porte encore cet étendard canadien. Ça revient à nous, en fait, de s'assurer ou de nous assurer que nous créons un environnement pour la réussite. C'est toute cette idée, c'est comme cette idée du podium. Nous célébrons le point final de Vancouver. Nous n'avons pas vraiment beaucoup pensé à ce qui est arrivé entre 2004 et 2010 quand Cathy a dit Preach, quelqu'un qu'on ne célèbre pas suffisamment. On ne peut pas être le meilleur du monde sans identifier les sociétés qui ont beaucoup de potentiel et étudier les obstacles qui les empêchent de réussir. Pour les questions, premièrement, talent. Numéro 2, talent. Numéro 3, talent. C'est vraiment le plus grand problème auquel nous sommes confrontés. Sean l'a très bien exprimé pour ce qui concerne notre succès et la voie à suivre pour l'avenir. Si vous regardez, deuxièmement, les plus grandes, les entreprises les plus performantes, quelques sociétés privées qui sont dans le premier pourcentage de sociétés canadiennes qui ont les plus grandes réussites, mais 90% des capitaux qui y sont investis viennent des États-Unis. Cela donc change la composition du conseil et des actionnaires. 90% des revenus viennent aussi de l'extérieur, des États-Unis. Alors avant, si on n'approfondit pas l'utilisation de la technologie qui vient de ces sociétés, si nous ne les consommons pas au niveau local et national, et si nous n'impliquons pas les universitaires, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt faire une transition vers le sud et ne vont pas porter cet étendard canadien comme j'aimerais qu'ils le fassent. Alors, je pense qu'on peut travailler avec les Clio, les Desire to Learn, ces sociétés incroyables que nous avons de part et d'autre du pays pour les aider à garder leurs racines canadiennes. Oui, Chris, merci beaucoup pour avoir partagé ces observations. Il y a, je me rappelle du rapport CPRE que vous avez partagé avec moi de 2021, c'est impressionnant sur l'écosystème. Ça serait encore plus impressionnant si ces sociétés restaient, si nous pouvons croître et mettre à échelle, rester ici et commercialiser dans notre pays. Et vous avez aussi parlé de cette fascination qu'il y a tant de savoir-faire, d'expertise, de potentiel. Et cela nous ramène à la cybersécurité pour la seule raison que nous avons près de 400
sociétés de cybersécurité canadiennes qui sont pour la plupart sous le radar. C'est vraiment une énorme opportunité. C'est un bon démarrage. Il faut s'y attaquer et être donc un peu très courageux et embrasser cet élan. Voici pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Pour parler de l'élan, je vais passer à vous, Sean, de nouveau. Nous avons parlé de la compétitivité à cette table ronde, mais aussi, vous et moi, nous avons parlé des technologies avancées. Comment est-ce que les PME peuvent les exploiter? Et que voulons-nous dire par avancée? J'ai parlé de la fabrication avancée ce mois-ci et très correctement, la question a surgi. Que veut dire avancer? Alors, pouvez-vous peut-être faire des commentaires à ce sujet? Oui, j'étais dans une réunion avec un des plus grands fournisseurs en gros, un des plus grands supermarchés. C'était probablement le commentaire le plus profond que j'avais entendu quant à l'échelonnabilité. Ils avaient des milliers d'employés. Ils ont dit aujourd'hui, nous devenons la société de technologie qui, par hasard, vend des aliments, donc qui est épicerie. Cela m'a vraiment frappé parce que c'est la façon d'aligner tout ce qu'ils allaient faire. Il y a ce commentaire fameux que le logiciel mange le monde. Et pour ce qui concerne les technologies avancées, c'est vraiment le matériel et le logiciel qui mangent le monde. Nous avons l'Internet des choses et comment nous pouvons commencer à intégrer tout cela dans nos entreprises. Pour toutes les entreprises sur la planète, la technologie va jouer un rôle important. Et il nous incombe en tant qu'hommes d'affaires ou femmes d'affaires, tout comme nous avons dû apprendre la comptabilité ou le b.a.-ba du marketing. Maintenant, il faut comprendre le b.a.-ba de la technologie numérique, comment fonctionner dans un contexte mondial. Parce que si nous ne le faisons pas en tant que pays, nous allons continuer à tomber en arrière pour ce qui concerne la compétitivité. J'ai vu des pays de part et d'autre du monde qui sont des kilomètres et des kilomètres en avance pour ce qui concerne l'innovation. Il s'agit de pays qui, dans certains cas, vous ne pourriez même pas savoir où il se trouve sur une carte. Et je parle de l'application des technologies de blockchain, la technologie distribuée, la robotique avancée. Pour ce qui concerne l'automatisation des lignes de fabrication, il est difficile de mettre un pin dans ce que c'est que les technologies de masse parce qu'il y a une évolution si rapide à cet égard. Mais c'est certainement quelque chose qui remet en question l'idée ou qui nous dit qu'il faut avoir une compréhension fondamentale de la progression de ces technologies, que ce soit du côté matériel ou logiciel. Oui, merci pour avoir offert cet éclaircissement parce que c'est la réalité sur laquelle on m'interroge souvent. Il vous faut un fondement avant de se pencher sur le côté avancé. Nous sommes tous à différentes étapes. Peut-être que certains se penchent sur cette idée d'avancer, mais quelle est la vraie signification? Mais quelquefois, avancer pour certaines sociétés veut dire quelque chose d'entièrement différent parce qu'ils n'ont même pas pensé à embrasser la technologie, ou bien peut-être le courriel ou certaines plateformes pour la communication, mais rien d'autre. Alors, ils sont tous ou toutes, elles sont toutes à différentes étapes. Et quel que soit, et donc, si nous pouvons nous entraider, Corbin, je regarde vers l'avenir et l'aide et le périple numérique et la transformation. Comment pouvons-nous aider les PME pour faire ou à faire avancer les choses de votre point de vue et le travail avec les clients et tout ce que vous aimeriez partager et aussi le réseau des chambres qui écoutent ces conversations pour qu'elles puissent revenir vers leur propre réseau et aider et éduquer tout le monde. Merci. Oui, tout à fait. C'est une bonne question. C'est très intéressant. La façon dont ces gens ils parlent, quand on pense d'un point de vue d'une petite entreprise, je me sens très bien que des hommes et des femmes comme Catherine pensent comme ils le font. Ils pensent à ces grands thèmes. Et parfois, je suis dépassé. Comment est-ce qu'on va accompagner un tel niveau, une telle profondeur de pensée des entreprises avec 10, 20 employés? Je crois que c'est... Je l'ai déjà dit un petit peu, il faut avoir un plan, essayer de prévoir et profiter de
ces compétences. Sinon, les petites entreprises sont inondées, ne savent pas où commencer ou où achever. Quand je pense à ces petites entreprises qui cherchent cet équilibre, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ce qui est sympa de savoir et comment adapter au changement, comment comprendre le prochain changement, comment savoir ce qui sera important demain et pas seulement aujourd'hui. Et comment éviter d'être inondé au jour le jour. Et c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Et merci, c'est un privilège qu'il y ait une grande entreprise qui est tellement concentrée sur les petits clients. Merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions, Jennifer. Non, merci. Merci d'avoir partagé. Toutes vos réponses vont être bonnes. Vous partagez vos informations, vos connaissances, votre expertise. Et oui, tout le monde peut prendre et apprendre. Tout ce que vous partagez aujourd'hui, encore une fois, c'est pour toute l'assistance. Et ça fait partie de l'éventail de valeurs et de partager tout cela. Si vous voulez partager de ce que vous avez entendu de Sean ou de Corbin, ou vous avez peut-être des recommandations, c'est que vous pouvez, au niveau de la mise en œuvre d'un plan d'action, une fois que tout le monde est d'accord, y a-t-il d'autres mesures qu'il faut prendre en matière de cybersécurité pour que nos membres pratiquent un peu mieux l'hygiène informatique ou autre chose? Eh bien, je pense qu'il y a des thèmes très importants, mais Sean et Corbin ont déjà touché. J'écrivais tellement rapidement des notes, il y avait tellement de choses. Comment construire sa stratégie de cybersécurité? Et surtout les commentaires de Corbin, c'est époustouflant. Nous sommes une petite entreprise. Nous avons embauché presque 20 personnes cette année. Donc, on pense élargir, passer de 20 au début de l'année à 40 à la fin de l'année. Mais nos besoins internes changent, notre infrastructure interne évolue. On a toujours besoin, nous-mêmes, de changer, de passer par ce processus, tout en donnant des conseils à nos clients et à nos membres. C'est tellement le fait d'être documenté, que tous les documents soient à jour. De notre perspective, les entrepreneurs ont tellement de thèmes, tellement d'aspects. Les liquidités, le tournement des clients, que le produit ne soit pas prêt à l'heure, tellement de menaces tout à travers l'organisation. Et maintenant, la cybersécurité, ce n'est qu'une pièce dans ce puzzle. Et il s'agit maintenant de savoir comment donner les bonnes métriques, par exemple, comment mesurer le risque et puis le décomposer en étapes. Et la question de savoir si ce qu'on a aujourd'hui va marcher l'année prochaine. Tellement de choses en même temps, n'est-ce pas? Et tout cela prend un temps, des ressources. Et pour les petites organisations, on doit décomposer, que ce soit avec les groupes de cabinets de conseil, les partenaires, avec les chambres, pour que ce soit un problème plus gérable. Il faut décomposer, voir chaque étape. Voici, nous sommes ici. Prochaine étape, c'est quoi? On va certainement ensuite faire un peu de formation, etc. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de cybersécurité? Comment être sûr que toute l'équipe accompagne ce qu'on fait à travers l'organisation? Le fait d'appuyer
le réseau et aider chacun à prendre une tâche qui est gérable et passer d'une étape à l'autre. Et je dois aussi exprimer un commentaire sur cette question de talent. Il y a cette pénurie, n'est-ce pas, d'experts en cybersécurité. C'est incroyable. Tous nos clients le constatent, surtout au niveau de la conscience de la cybersécurité. Il y a une pénurie énorme. On ne peut pas trouver les gens. Et comment faire que les gens quittent un métier pour entrer dans un autre métier? Même les grands piliers du marketing, comment le traduire en cybersécurité, communication et le fait de tisser des relations? Quelle est l'assistance qu'on veut toucher? Il y a des compétences qui sont déjà acquises. Du point de vue du talent, il faut rester ouvert d'esprit. Quelles sont les compétences qu'il faut acquérir? Si quelqu'un doit être fort en communication, comment apporter ça à toutes les autres compétences techniques? Merci Catherine, merci de cet aperçu en profondeur. J'étais en train de regarder sur mon téléphone je vois que dans Slido, il y a beaucoup de questions. On demande qu'est-ce que je peux faire en tant que petite entreprise en question de cybersécurité et au niveau des achats, comment faire face à telle ou telle situation? Voici, beaucoup de questions ont été posées et vous avez répondu. Et il y a beaucoup de questions ont disparu. Donc, je vais passer aux questions. Nous arrivons à la fin de cette discussion de panel, des questions-réponses. Mais maintenant, juste pour voir parmi les questions les plus posées, quelles sont vos réflexions sur la main-d'œuvre et l'évolution de la main-d'œuvre et comment gérer ça au niveau des petites entreprises? Avez-vous des réflexions à partager en la matière? Oui, je veux bien. Il y a beaucoup de données qu'on a suivies et des investissements énormes déployés dans le monde entier pour mobiliser et préparer cette augmentation de la main-d'œuvre gig. Et les attentes de cette main-d'œuvre qu'elle va occuper de certaines tâches, ça ne s'est pas réalisé. Des DoorDash, Uber, etc., ça n'a pas été à la hauteur. Il y a une raison particulière pour ça. Il y a un problème au niveau des plateformes. Elles font comme une course vers le bas. Chacun essaie de mettre sa plateforme en place et les gens n'ont pas le temps de chercher du travail dans la gig economy et donc ils vont chercher un emploi habituel à plein temps. Oui, je suis d'accord. Si on prend un peu de recul, il y a ce problème d'offre et de demande en matière de talent. On en a pas mal parlé. Si vous pouvez vous déplacer vers un endroit où il y a davantage de mobilité de la main-d'œuvre, et beaucoup ont écrit beaucoup de choses sur ça, on cherche des choses différentes. Comment le travail va caser dans leur vie personnelle? Et ceux avec qui on parle, ils sont en train de penser différemment des possibilités de travail. Et comment il peut être plus facile d'obtenir les talents? Cette question
d'hybride, comment cela se manifeste. Il s'agit parfois d'entreprises qui n'ont jamais eu d'employés ou que tout le monde travaille à la maison maintenant. Et si une mère a 3 petits-enfants et elle doit naviguer tout ça, il faut qu'elle les amène à la crèche, etc. Ça change le flux du travail pour elle. Et je vois ça partout, c'est passionnant. Il faut penser à cette mobilité et il y a des facteurs qui ne sont pas sujets à la concurrence au Canada. Pourquoi y a-t-il ces problèmes de main-d'œuvre? Je crois que c'est mieux pour nous tous d'avoir davantage de mobilité de la main-d'œuvre, ou comment est-ce que les gens vont venir dans le pays? Le Canada avait un grand avantage, beaucoup d'immigration avec les compétences, mais avec la pandémie, tout a été fermé. On a eu un flux de 40 000 tous les 12 mois, mais on en a perdu 2 ans de tout cela. Si on fait venir, il va falloir faire venir 120 000 personnes rien que pour rattraper là où on était avant la pandémie. Donc la mobilité de la main-d'œuvre, je crois qu'il nous faut tous comprendre ça et l'encourager. Merci beaucoup de cette perspective et d'avoir lancé des idées. Ça me fait penser la culture de l'entreprise. Comment ce que vous venez de dire sur la main-d'œuvre, comment ça se conjugue avec cette culture? J'ai une autre question. Les prochains pas dans la numérisation de la formation, le sous-traitement, la plupart d'entreprises sont petites, donc la sous-traitance, c'est la norme. Comment trouver les bons fournisseurs dignes de confiance? Est-ce qu'il y a C'est une bonne question. On a parlé des technologies dignes de confiance, mais les fournisseurs dignes de confiance, ça c'est une autre chose. Avez-vous des conseils pour quelqu'un qui cherche des conseils? Je dirais que sur les 8000 PME avec qui on a travaillé un peu partout, restaurants, cordonniers, on le sait tous, quand tout a fermé, le confinement, comment s'occuper des clients? On a contacté Shopify. C'est quelque chose qu'il faut célébrer, le bon travail qu'ils font pour que ce soit facile et rapide. Ils ont des vidéos rapides, petits. Je crois que ce soit sur Shopify ou une page Facebook pour votre PME, mais le fait de commencer, et les chambres de commerce sont fantastiques dans le partage des bonnes pratiques. La chambre ici a pu dire voilà ce que font nos membres, voilà ce qui marche. Donc la chambre peut voir quelles sont les tendances et donc chacun n'est pas seul. Oui, tout à fait. Ça, c'est un bon point. Et au risque dire quelque chose d'évident, il ne faut pas se sentir submergé. Et les partenariats vont être digitaux. Le fait de ne pas les voir, est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'ils font partie de votre réseau quand vous choisissez un agent comptable, une banque? Toutes ces choses qui ne sont pas numériques, c'est la même chose que nous voyons ici. Si vous cherchez un partenaire numérique, quelqu'un qui va vous guider, essayez de trouver celui
qui a les qualités humaines que vous recherchez de toute façon. Ne pas se sentir dépassé, c'est encore une chose que vous allez faire comme propriétaire ou comme employé. Tisser ces relations, ce n'est pas si différent pour comprendre en qui on peut avoir confiance en tant que partenaire digital. Et moi, j'ajouterais, vous avez émis de très bons commentaires. Cette situation, c'est une occasion pour apprendre. On fait venir un expert, quelle que soit la digitalisation à laquelle vous procédez. Si l'expert va enseigner, prenez l'occasion d'apprendre. Il faut comprendre bien le projet et l'impact qu'il va avoir et être sûr que c'est aligné avec les attentes de vos clients. Il faut garder le client au centre du projet. Vous êtes propriétaire ou membre de l'équipe et il vous faut être bien renseigné sur le projet et au moment d'augmenter le niveau de votre talent. Merci, merci. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ce n'est pas une obligation, mais c'est l'occasion de partager si vous voulez. Je crois que c'est une des dernières questions. Il nous reste 2 questions, mais Sean, si vous voulez, allez-y. Je dirais que s'il y a une chose à garder de mes commentaires, c'est le grand supermarché, n'est-ce pas? Que nous sommes devenus une entreprise de technologie qui, il se trouve, fait aussi des produits alimentaires. Donc, la question se pose, comment est-ce que la technologie va impacter mon entreprise? Il y a beaucoup de ressources qui existent. Bon, pour commencer, c'est la chambre, évidemment. De cette déclaration, n'est-ce pas? Je suis une entreprise de technologie qui, il se trouve, fait X, Y, Z. Oui, je trouve que la technologie, vous avez parlé de l'agent comptable, ce sont des choses qu'il faut accepter. C'est comme l'extincteur du feu, c'est quelque chose qui est évident. La cybersécurité, nous avons... C'est comme dans le passé, c'est pas si différent. J'ai beaucoup apprécié votre façon de parler. C'était facile à suivre et je crois que nous sommes presque tous certainement d'accord. Je tiens à remercier l'assistance, les experts, les conférenciers. C'était un grand plaisir, une conversation riche et agréable. Nous avons beaucoup pu profiter de vos connaissances. Et moi, je crois que comme tout le monde, j'ai tellement appris. Merci